Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition. Au sommaire, un retour naturellement sur les élections cantonales avec les représentants du district, le plan d'affectation pour le nouvel hôtel de police à Nyon, une zone 30 au sud de la gare de Gland et enfin une nouvelle impulsion pour stimuler le tourisme de nature dans la région. On en parlera avec nos invités. Les 19 députés du district sont connus, de même que les gagnants du premier tour au Conseil d'État. Les élections avaient lieu, vous le savez, dimanche dernier. Le point avec Rodolphe Henner. Pour la première fois de son histoire, le district de Nyon avait 19 sièges à pourvoir au Grand Conseil. Et les grands vainqueurs de ce scrutin sont les partis de droite. Le PLR d'abord, qui retrouve 6 sièges, avec les nouveaux venus que sont Marion Wallen, Maurice Gay, Joséphine Berncarelli et Pierre-André Romanens. Mais c'est bien l'UDC qui aura conquis le fameux 19e siège, passant de 3 à 4 représentants, avec l'arrivée de Thierry Dubois. Les socialistes, eux, ont eu peur jusqu'au dernier moment. Mais au final, ils conservent leurs 4 sièges, attribués aux 4 députés sortants. Chez les Verts, on conserve également son acquis de 2 sièges. Olivier Maillard repart pour un tour, tandis que le syndic de bassin Didier Lorif fait une entrée fracassante au Grand Conseil. Même situation pour les Verts libéraux. Laurent Miéville et Dominique Ella-Christin sont réélus. Si l'UDC a été le grand gagnant de cette élection, c'est l'Alliance du Centre qui a perdu son pari. Gérald Créteny n'a pas été réélu, contrairement à Serge Mély. Au Conseil d'État, 5 des 6 sortants ont été réélus dimanche, sans grande surprise. Derrière Pascal Broulis, Pierre-Yves Maillard, Jacqueline de Quattro, Philippe Lebas et Nouria Gorité, on retrouve donc la verte Béatrice Métro, la socialiste Cézla Amarel et l'UDC Jacques Nicolet. Toto Morand, lui, est le premier des petits candidats. Suivent François Pointer, Sylvie Villa, les représentants d'Ensemble à gauche et le crassiérant Serge Mély. Tout se jouera donc au deuxième tour pour les 2 places à prendre, avec un rebondissement majeur. Isabelle Chevalet entre dans la course en s'alliant au PLR et à l'UDC pour contrer le duo Métro-Amarel. Voilà donc pour ce résumé de dimanche dernier avec nous 2 représentants politiques du district, à commencer par Serge Mély. Bonjour. Bonjour. Candidat malheureux au Conseil d'État. Une déception quand même au vu des résultats de manière globale et surtout à Crassier. Certaines déceptions dans mon village où je ne fais que 10 voix de plus que Nicolet. Je trouve que c'est peu, mais autrement quand même une certaine satisfaction de voir que sans liste socle, avec ces listes de partis où automatiquement, sans connaître la personne, on peut obtenir une voix. Je fais quand même plus de 10 000 voix dans le canton de personnes qui me font confiance. Alors on l'a vu, vous êtes dans le district le seul représentant de l'Alliance du Centre, tel le dernier des Mohicans. Dernier du Mohican, non, parce que M. Créteny, malgré son échec, est tout proche. On a manqué le 2e siège de quelques pourcents. Donc l'Alliance du Centre sera de nouveau présente dans 5 ans et durant la législature. Voilà qui est dit. Et de toute façon, il y a un groupe parlementaire, évidemment, au Grand Conseil. Avec nous également Didier Lory, bonjour. Bonjour. Syndic de bassin, député élu donc, au Grand Conseil sur la liste des Verts. Alors ça, c'est la grande surprise, on va dire, de ces élections. Même vous en êtes surpris, on dirait. Oui, je suis très surpris. Je remercie déjà toutes les personnes qui, dans un premier temps, avaient accepté, lors de l'Assemblée générale des Verts, de me tolérer. Vous tolérez, vous dites? Oui, non, mais... Ils ont dû se pincer le nez? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut arrêter avec ce qui s'est passé. Maintenant, il faut voir l'avenir. Donc, maintenant, c'est fait. Il y a un travail de fond à faire pour la région, pas uniquement pour le village. Et puis, je crois que on est tous grands. Il me semble que dans le Parti des Verts, et ce qu'ils appelaient ouvert il y a quelques années, ils ont un QI largement au-dessus de la moyenne. Donc je vais devoir bagarrer fort pour que mes idées et mon pseudo-intelligence puissent ressortir. C'est-à-dire que vous voulez faire ressortir votre pseudo-intelligence au sein des Verts? C'est ce que vous nous dites? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je le dis, puisque la qualité de votre journalisme m'entraîne à devoir réfléchir à ce que je dis. Donc je fais 2-3 perches par rapport à ça. Et je pense sincèrement que maintenant, il faut voir l'avenir. Et il y a un gros travail de fond avec les Verts à voir comment il faut travailler le mieux possible pour la région. Comment vous réagissez par rapport aux propos mesurés des représentants des Verts du district qui disent, en gros, c'est fait, maintenant, on va essayer de travailler ensemble, mais on sent une certaine crainte quand même?
Vous savez, quand j'ai débuté en politique dans mon village, on me donnait 6 mois, puis que j'allais pas tenir. Ça fait plus de 20 ans que je suis en place. Les gens me connaissent, ils savent que j'ai une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, mais la seule chose que j'espère qu'on ne me reprochera pas, c'est de ne pas être au courant du dossier et de ne pas connaître la matière. Mais il va falloir, vous en êtes conscient, mettre un peu d'eau dans votre vin. Là, vous êtes dans le cadre d'une délégation avec un parti, dans le cadre d'un parlement, des choses assez cadrées. On vous connaît comme étant un peu difficile à cadrer, justement. Oui, mais le cadre, c'est comme l'éducation des élèves, vous savez, ou des enfants. Il est là pour fixer des limites, mais vous pouvez toujours écorner le cadre pour agrandir un peu et voir différemment. Toujours regarder avec l'autre bout de la lorgnette ce qui se passe. Il faut si pas. je comprends bien, vous êtes prêt à donner un bon coup de pied dans la fourmilière s'il le faut? Je n'ai aucune volonté de brasser quoi que ce soit. J'ai simplement envie de faire avancer des dossiers qui, à mon avis, sont du ressort du canton. Vous savez, j'ai été 10 ans à l'UCV, j'ai vu la position du Conseil d'État lorsqu'il y avait un accord avec les communes. Ils allaient devant le Grand Conseil dire on a trouvé un accord avec les communes, surtout ne changez rien. Et ce qui faisait que les députés étaient pris un petit peu en otage. Alors, j'ai la chance, grâce à la population, grâce à tout le monde, d'aller voir depuis l'autre côté. Puis je me réjouis de voir ça. Et puis, je pense que je le dis, il y a eu une façon déjà d'entrer en matière avec les Verts qui n'a pas été simple dès le départ. Et puis, c'est quand même une longue genèse. Il faut savoir que j'avais été contacté il y a 10 ans pour déjà adhérer aux Verts. J'ai eu un parcours avec Serge Mély à un moment donné à Vaud-Libre, etc. Donc, on pourrait dire que vous êtes peut-être un peu opportuniste au vu de ce parcours, justement. Oui, alors si réellement je suis opportuniste, je n'aurais pas attendu 20 ans pour déclarer ma vision politique. Et puis lorsqu'on dit que je découvre l'écologie, je rappelle juste que dans les pâturages du Jura vaudois, depuis 20 ans, on a des pompes solaires qui évitent d'amener 40 camions, 40 tonnes pour amener 1600 mètres cubes d'eau. Je n'ai pas attendu à gauche, à droite, au centre pour faire les projets. Donc, ok, ceux qui veulent croire que je suis un opportuniste, ils le croient, on verra à la longue. On ne vous la fait pas, quoi. Non. Serge Mély, j'espère que vous ne prendrez pas mal ce que je vous dis là, mais vous êtes un vieux loup de la politique. Quel conseil vous pourriez donner à M. Lory par rapport à son entrée au Grand Conseil? De garder son indépendance d'esprit. Et il peut le faire. Il vient de le dire qu'il avait un tout petit peu pris des contacts avec Vaud-Libre. Donc, M. Lory correspond tout à fait aux membres de notre parti qui ont une certaine indépendance, indépendance au centre. Alors, on va le rappeler, vous avez changé de parti en cours de législature. Oui, le mot, j'aime pas beaucoup parce que je dis toujours, parce que j'avais eu l'honneur de recevoir comme président du Parti radical de l'arrondissement M. Edgar Faure, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui avait changé 3 fois de parti, de son parti radical. Oui. Et il était venu en nous disant, c'est pas moi qui ai changé de parti, c'est le parti qui a changé. Et je tiens, c'est le parti PRDV, Parti radical avec une aile humaniste qui est devenu PLR. Je ne m'y suis pas retrouvé et c'est à ce moment-là que j'ai dû quitter. Vous nous la faites à l'envers. J'ai fait à l'envers. Tout simplement. Cet esprit d'indépendance que vous signalez par rapport à M. Lory, vous l'avez vous aussi. Est-ce que dans vos propos, c'est un appel du pied à M. Lory en disant si ça ne va pas avec les Verts, viens chez nous? Ça pourrait être un appel du pied, mais je pense que ça ira très bien avec les Verts parce qu'il sait aussi rogner les angles, et je pense qu'il peut très très bien servir la cause verte. Ça me fait sourire parce qu'il dit qu'il y a 10 ans qu'il avait été contacté par les Verts. Je me souviens d'un coup de téléphone en 1998 d'un homme recordant que personne ne connaissait qui m'avait demandé si je voulais aller sur la liste des Verts. Ah voilà, comme quoi, Didier Lory. Juste pour qu'on soit bien clair. J'ai été élu sur une liste des Verts qui ont été le seul parti qui ont accepté la condition que je ne sois pas membre pour y être. Donc je ne fais pas de coup dans le dos. Il ne faut pas compter. C'est clair dès le départ. C'est clair dès le départ pour moi. J'ai encore répété à qui veut l'entendre que je ne changerai pas de parti parce qu'il y a une contrariété. Je pense que si moi je dois mettre de l'eau dans mon vin, il y en a aussi qui vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Et je crois sincèrement que ça peut faire évoluer les choses et puis on tirera les conclusions dans 5 ans. Et puis à ce moment-là, il sera temps, à mon avis, de voir si la relève est prête.
Je pense qu'aujourd'hui, on doit déjà anticiper dans 5 ans. Quand je vois la liste qui a été faite, les résultats qui sont venus, je m'inquiète. Il y a des jeunes dans ce parti, il y a des jeunes qui doivent avoir la liberté de penser. Et je ne fais juste un commentaire, mais quand je vois qui sort 4e sur la liste ou, des Verts, je me dis comment va-t-on remplacer cette force des Verts là-dedans? Et je crois qu'il faut qu'ils arrêtent maintenant, et que j'arrête aussi, parce que moi, je ne veux pas revenir sur le passé. Il faut maintenant voir devant, il faut préparer dans 5 ans, et puis il faut avoir du renouvellement. Donc ce que vous nous dites maintenant, c'est vous vous engagez à ne pas vous présenter à un nouveau mandat? Non, je n'ai pas dit ceci. J'ai dit il faut anticiper. Je dis simplement aujourd'hui... Ce que vous nous dites, c'est assurer la relève. Pour assurer la relève, il faut que les anciens partent. Non, mais moi, je ne suis pas un ancien. Je vais découvrir. Attendez, je vais découvrir quelque chose. Alors, je ne suis pas un ancien. En politique, vous avez de l'expérience. Oui, mais alors, pas chez les Verts, effectivement. Je n'ai pas d'expérience politique parlementaire. Je suis un type de l'exécutif. J'ai une formation d'ingénieur assez pragmatique. Je vais déjà avoir beaucoup de peine à me contenir sur l'ergotage des virgules. Eh bien, ça promet, parce qu'au Grand Conseil, Serge Milly pourra le confirmer, oui, il y a souvent des débats sur des petits détails. Je le sais, on en a discuté à plusieurs fois. Très vite, hein. Il va peut-être s'énerver, oui. On se réjouit. Non, je ne m'énerve pas, je vais dire ce que je pense. Voilà. Ça, on n'en doute pas une seule seconde. Un mot, messieurs, sur le second tour de l'élection pour le Conseil d'État. Serge Milly, on sait que de votre côté de l'Alliance du Centre, c'est Sylvie Villa qui va se présenter. On va quand même évoquer un mot sur la surprise, ou pas. C'était quand même attendu sur les jours précédents les résultats. La candidature d'Isabelle Chevalet, Vert libéral, qui s'allie avec l'UDC et donc avec le PLR aussi. Pour moi, c'est plus qu'une surprise. J'ose dire le mot trahison. J'ai été sidéré quand le soir c'était officiel que Mme Chevalet était alliée avec l'UDC. L'UDC qui est le pourfendeur des écologistes. Mme Chevalet se dit écologiste. Je ne comprends pas qu'on puisse faire une telle union. Elle me déçoit et vraiment elle perturbe quand même beaucoup, notamment les Verts libéraux. Mon collègue Régis Courdès a parlé de baiser du diable. C'est un peu ça. Ça m'a fait penser, toute proportion gardée, à Ribbentrop et Molotov, alors qu'il y a une bonne entente dans les puissances, une trahison de dernière minute. Moi, j'ai vraiment été secoué par cette j'ai dit trahison, pour moi le mot est juste. Donc d'après vous, ce sera un mauvais calcul électoral ? Alors, c'est très difficile de dire ce qui va se passer. À mon avis, c'est un mauvais calcul. Ça va plutôt, par réaction, appuyer le duo de gauche. Mais voilà, c'est surtout l'aspect général qui me dérange, qu'on puisse faire une union entre des Verts libéraux et une UDC. Le jour de la votation sur Énergie 50. Oui. Alors, c'est le summum. Le 27 mai, effectivement. Didier Laury, deuxième tour. On explique, on analyse votre élection au Grand Conseil comme étant liée à un vote anti-système que vous représentez. Il y a un candidat anti-système qui est présent au second tour, Guillaume Toto-Morand. Est-ce que c'est le candidat que vous allez soutenir ? Alors écoutez, soutenir, je pense que je suis mal placé pour dire quelque chose. Je pense qu'il faut analyser la situation. On est dans un deuxième tour qui est extrêmement important pour le canton. C'est la majorité qui se joue. Exact. C'est une majorité, donc on ne peut plus jouer ici. Et puis, vous avez parlé d'opportunisme. Je ne qualifierais pas la situation du ticket de droite, parce que, à mon avis, et je rejoins Serge Milly, c'est qu'une question d'opportunisme. Puis, ce n'est pas un bête calcul mathématique des 40% des voix plus les 8 de M. Pointet qui vont avoir la majorité. Il va y avoir, à mon avis, mathématiquement, un signal assez clair. M. Moron va, pour moi, perdre des plumes par rapport au premier tour, parce que la population va, cette fois-ci, devoir voter avec un vote utile. Donc, M. Moron, je vois mal qu'il puisse arriver à ces 9% au deuxième tour. Et donc, puis, vous roulez pour le ticket de gauche, métro, à Marel. Mais c'est pas que je le veux, je veux rien du tout. Je vais pas faire comme en France m'abstenir, mais franchement, il faut réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. C'est très serré au Grand Conseil, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et M. Toto-Morand, si vous analysez politiquement, ne peut pas obtenir une majorité. Alors, de défendre des idées, moi je suis le premier à les défendre, mais quand la cause est jouable, à mon avis, elle n'est pas jouable à ce niveau-là, et il faudra faire un vote de raison. Et aujourd'hui, le ticket gauche-droite et tout, est-ce qu'on peut imaginer un panachage ?
je ne sais pas, mais je vois mal, et je rejoins Serge dans son analyse, ce choix du ticket. Le peuple vaudois ne comprend pas toujours la politique, mais ce qui s'est passé, ça, c'est incroyable, c'est un traumatisme. D'avoir de la candidature d'Isabelle Chevalet. Mais oui, parce que c'est jeter le discrédit sur Pointet qui a fait un excellent travail, puis deux, c'est de dire pendant toute la campagne, c'est exclu qu'on travaille avec vous, etc., pour que le surlendemain de la votation ou le lendemain de la votation, et les gars, on est tous potes. Non, mais je crois qu'il faut un peu de sérieux dans cette politique. On ne veut pas faire de la guignolerie comme en France. Alors justement, Didier Laurie, un vote utile, un vote de raison, vous ne voulez pas nous dire pour qui vous allez voter ? C'est quoi votre vote utile ? Mais mon vote utile, c'est vite vu. Oui. Je vais voter femme, à fond. Métro, mais sans les Amarelle. insectes. Voilà qui est dit. Vous voyez, vous rentrez très bien dans le cadre du parti. Faire vous aussi suivez un peu de politique. les mots d'ordre du parti. Messieurs, un grand merci pour votre présence. Merci à vous. Et bonne continuation, notamment pour la nouvelle législature au Grand Conseil. Merci beaucoup. Merci. Sans transition, la collecte des bouteilles en PET n'est pas satisfaisante à Nyon. Conséquence, la ville perd de l'argent et lance du coup une campagne de sensibilisation. Florian Cavalieri. On est confronté à un problème de qualité du tri. Nous récoltons le PET sur nos 18 éco-points et malheureusement sur ces éco-points la qualité n'est pas suffisante, ce qui fait qu'aujourd'hui PET Recycling, qui est notre preneur et qui nous achetait pour partie ce recyclage, a décidé de ne plus nous payer les 20 000 francs annuels dus à cette mauvaise qualité du tri. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part du citoyen, cette mauvaise qualité. Je pense que c'est un problème d'information. Ne sont considérées comme PET recyclables que les bouteilles contenant des boissons. Donc PET contenant eau plate, eau gazeuse, Coca, Fanta, Sprite, Rivella. Ça, c'est considéré comme du PET recyclable. Mauvaise porte, c'est réservé aux bouteilles en boisson au PET. Pardon. Oh, la honte. Seules les bouteilles à boissons en PET vont dans la collecte du PET. Merci. Ensuite, vous avez des bouteilles sur lesquelles vous avez le sigle PET au-dessous, mais qui auront contenu de l'huile, de la sauce à salade. Et ce type de contenants sont considérés comme des aliments et du coup souillent le PET et ne peuvent être recyclés. Et quand nous avons trop de ce type de PET souillé dans nos éco-points, on ne peut plus le valoriser en recyclage, ce sera de la valorisation thermique et c'est quand même bien dommage. Plus largement, est-ce que la ville de Nyon a d'autres problèmes en matière de recyclage ? Oui, alors on a toujours des problèmes de qualité aussi sur les déchets organiques. On retrouve énormément de sacs plastiques dans les bennes de récolte. Donc évidemment, ça péjore cette qualité de tri. Je pense que c'est un secret pour personne puisque ça m'est régulièrement relayé par les citoyens. Mais on a un gros problème en matière de déchets encombrants, pardon. Les déchets encombrants, c'est normalement des objets faisant plus de 60 cm. Ça ne doit pas être de la ferraille, ça ne doit normalement pas être du bois. Alors si on n'en était que là, ce serait encore éventuellement acceptable. Aujourd'hui, le jour des encombrants, il suffit de vous promener en ville de Nyon pour voir que les gens vident leurs armoires. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça complique sérieusement le travail des employés communaux. Et ça remet peut-être aussi en question cette récolte des encombrants comme c'est fait aujourd'hui, avec une tournée régulière. Et on sera peut-être obligé à terme de devoir récupérer les encombrants sur appel. Un encombrant, c'est plus un canapé, une table, des choses que éventuellement vous avez de la peine à amener à la déchetterie, mais c'est pas vider ces armoires et les laisser sur la voie publique. Le jeudi 27 avril, la municipalité de Nyon organisait une séance d'information publique sur le plan partiel d'affectation de Chamcolin, une affectation qui permettra de réaliser le futur hôtel de police et l'inscription de la caserne du SDIS dans une zone qui lui est conforme. Les explications avec Maurice Gué et Marie Bussard au micro d'Andrea Braslopo.
Alors le plan partiel d'affectation Champ-Colin utilité publique a pour objectif de modifier l'affectation du secteur ici où se trouve la caserne des pompiers, le bâtiment des biens culturels et puis une villa ici en bordure de la route de Divonne. Le changement d'affectation en zone d'installation publique permettra de réaliser sur cette parcelle ici l'hôtel de police en front de rue de Divonne et puis de réaliser un centre d'intervention régional sur la totalité du secteur en regroupant les deux services d'urgence que sont les pompiers et puis la police ici. Secteur qui est assez sensible en fait puisqu'on a le SDIS Nyondol donc, qui est déjà sur place, qui intervient régulièrement en urgence avec des accès d'urgence donc, où les gens doivent pouvoir sortir, les véhicules doivent pouvoir sortir rapidement. Et puis là, on va rajouter, c'est prévu de construire un hôtel de police où on a aussi des personnes, les policiers qui interviennent en urgence, ce qui fait qu'il y aura une circulation qu'il faudra gérer, la position des bâtiments, la construction devra être adaptée à cette étape faite d'urgence. En fait. Il y a un triangle qui appartient effectivement à un propriétaire voisin. On a eu des très bons contacts puisque c'est des voisins avec qui on avait déjà des discussions dans le cadre de la zone de Champ-Colin. Et puis il y avait un échange et un intérêt réciproque pour la ville à acheter la parcelle et pour le propriétaire de nous offrir la parcelle en fait, pour une utilisation de secours et pour le bien public. Alors la mise à l'enquête va être déposée donc, le 29 avril jusqu'au 29 mai. Ensuite, on verra s'il y a des oppositions. Et puis suite à ça, la municipalité déposera un préavis au conseil communal pour faire adopter ce plan partiel d'affectation. Et si le conseil communal l'adopte, ensuite ça sera soumis au canton pour l'approbation finale. De l'art dans un abri PC, les requérants d'asile logeant dans celui du Ston se sont adonnés à la peinture. Florian Cavalleri était présent lors du vernissage de la fresque murale. En fait, le concept de la fresque était de permettre aux requérants d'asile logés actuellement à Nyon, d'une part, de s'approprier un petit peu mieux leur lieu de vie et d'autre part, d'y apposer des symboles de leur pays, des choses vraiment qui leur parlent. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette fresque? Quels sont ces symboles? Alors on peut y voir un crocodile qui est le symbole de la force, on peut y voir une tortue, on peut y voir un bateau qui est un symbole assez fort puisque c'est un bateau qui passe du soleil à la lune, donc qui symbolise pour eux le voyage. Puis d'autres symboles aussi très importants puisqu'il y a des écoliers de Nyon-Marans qui ont participé, c'est une montagne. Alors les artistes, ce sont ces migrants qui sont arrivés il y a à peu près 1 an et demi dans cet abri PC mis à disposition par la ville de Nyon. Alors effectivement, les artistes sont les requérants d'asile qui sont actuellement logés à Nyon. Ce qui a été très intéressant tout au long du travail, c'est que ce n'était pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu des départs, certains ont lâché le projet en route, d'autres ont été déplacés dans d'autres abris. Donc Aileen, qui a travaillé avec eux, a dû aussi être extrêmement souple et faire preuve de patience pour que ce projet puisse aboutir. On parle ici d'art-thérapie. Oui, on parle d'art-thérapie, donc c'est vraiment l'art comme moyen d'expression, comme moyen de faire un petit peu ressortir ce qu'on a en soi, ce dont on ne veut pas parler. Et puis le message à la population, c'est lequel ? Le message à la population, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent, que les requérants qui sont accueillis actuellement à Nyon ont une véritable place, selon moi et selon, je pense, une bonne partie des bénévoles, dans la vie de la cité. Ils le prouvent, ils s'investissent, on les voit travailler dans différents services communaux, ils font des stages, ils apprennent le français. Et puis, je pense que ça permet aussi de donner une image extrêmement positive de qui ils sont. C'est une expérience qui va être suivie, qui va donner lieu à d'autres fresques, d'autres endroits, d'autres couleurs. Alors d'autres fresques non, mais pendant le week-end de l'Ascension, une exposition va être organisée à la salle de la Grenette, toujours à l'initiative d'Aileen, avec des travaux qui ont été faits justement par les requérants, des photos, des peintures, des collages. Donc voilà, et tous ces travaux seront exposés durant 3 jours à la salle de la Grenette. Des zones 30 vont être instaurées au sud de la gare de Gland. Le conseil communal a validé le projet la semaine dernière. Florian Cavalleri.
Oui, le Conseil a accepté ce soir à 39 voix pour, 16 voix contre le préavis pour la mise en place de la zone 30 sur Gare Sud. Donc on est très contents, les travaux vont pouvoir commencer dès cet été et la zone 30 sera finalisée en fin d'année. Pourtant, ce n'était pas gagné, hein. Il y a un conseiller qui s'est levé, il appelait à voter au non, à ne pas être la première ville de Suisse à être entièrement en zone 30 km/h. Alors j'ai pas fait le tour de toutes les villes de Suisse, mais je pense qu'on n'est sûrement pas la première à mettre en place des zones 30 sur une grande partie de la ville. Je rappelle qu'il restera toujours les deux axes structurants qui sont l'avenue du Mont-Blanc et puis ce qu'on est en train de faire comme projet, la Vie Creuse, rue du Perron, qui vont rester à 50 à l'heure. Le principe, c'est d'avoir un système de descente avec des entrées en peigne dans les quartiers pour avoir des quartiers tranquillisés et sereins. Autre question soulevée ce soir, une zone 30 est-elle plus accidentogène qu'une zone 50? La réponse est... On le sait très bien au niveau des accidents, notamment avec les piétons. Quand un véhicule roule à 50 à l'heure, les chances de survie du piéton sont nettement plus petites que quand un véhicule shoot un piéton à 30 à l'heure. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un combat de chiffres, on le voit, il y a des lobbies des véhicules qui essayent par tous les moyens de tordre un peu les chiffres, mais à mon avis, c'est moins accidentogène. Et puis on l'a vu depuis qu'on a la zone 30 en place, en tout cas la gendarmerie ne nous a pas signalé de points noirs ou de problèmes sur la ville. A été citée la rue de la Gare et effectivement là-bas on s'est posé la question par rapport à ces priorités de droite, mais on se rend compte qu'effectivement le fait de ne pas avoir de céder le passage fait que les gens font beaucoup plus attention et puis on se retrouve avec très peu d'accidents, voire pas d'accidents. Et avec cette décision, finalement, la commune règle la question des transversales, des pénétrantes et évite que le trafic de transit se reporte sur les petites rues glandoises. C'est effectivement un des buts de la mise en place de ces zones 30. Ce qu'on souhaite, c'est utiliser vraiment nos axes structurants Mont-Blanc et Vie Creuse et puis éviter le trafic en interne, les trafics de transverse. Et puis il faudra peut-être se poser la question, comme ça a été évoqué ce soir, si au niveau de Gare Nord, si Lavasson devrait lui aussi également passer en zone 30. C'est des choses à rediscuter aussi. Gland entièrement en zone 30, c'est pour quand? On ne sera jamais entièrement en zone 30, comme on l'a dit. Une fois qu'on aura fait Gare Sud, effectivement, il nous restera encore le quatrième quart de l'horloge, je dirais, qui est tout ce qui est Cité Ouest, rue de la Paix et ces zones-là. Mais Gare Sud, finalement, c'est pour quand l'inauguration de cette zone 30? Alors, Gare Sud, comme on l'a dit, la mise en place finale fin de l'année. Ensuite, il faut une validation par le canton. Je vous rappelle qu'il y a des normes à respecter, ces normes qu'on appelle les V85, c'est-à-dire que 85% des véhicules doivent rouler en dessous d'une certaine vitesse, qui est fixée à 38 km/h pour une zone 30. Une fois que ceci est respecté, le canton validera la zone. Si les choses se passent bien, normalement, c'est un délai d'1 année. Direction Rolle, à présent où le port est en pleine mutation. L'extension qui permettra à 440 bateaux d'amarrer va bon train. Les explications de Rodolphe Henner. Nous avions laissé le port de Rolle à l'automne dernier alors qu'il ressemblait à ceci. Aujourd'hui, en plein travaux, le changement est radical. Une augmentation qui fait passer le nombre de places de 320 à 440 et le tout, a priori, sans retard. Nous suivons le planning, c'est-à-dire qu'il y a 2 nouveaux pontons qui sont arrivés, 2 vont être installés la semaine prochaine et le dragage est bientôt fini, les tirants d'eau sont installés et on espère pouvoir tenir le planning, c'est-à-dire que les anciens locataires pourront venir dès le 1er juillet et les nouveaux locataires le 1er août et on va faire une fête pour inaugurer ce port le 30 septembre. Un chantier qui tient donc ses délais, une grande fête annoncée pour la fin septembre, mais aussi un petit couac. Alors il y a une ancienne digue qui a 160-180 ans et cette ancienne digue n'était pas prévue de conforter, mais en fin de compte, étant donné qu'on a installé un ponton pour les voies latines, quand ils ont mis les pales planches, ils ont touché un petit peu les enrochements et puis la digue s'est un peu affaissée sur quelques mètres.
Reste que, malgré cet agrandissement, tout le monde ne pourra pas amarrer son bateau à rôle. Ainsi, si c'est votre projet, armez-vous de patience et inscrivez-vous sur la liste d'attente. Priorité aux Rollois et après c'est aux communes limitrophes et après c'est aux communes du district de Nyon qui n'ont pas de port et après finalement c'est aux communes qui ont un port. Stimuler et structurer le tourisme de nature, c'est l'objectif de la convention de partenariat qui a été signée le 1er mai et qui engage pour 5 ans les communes du district et 5 acteurs de la région. On en parle avec nos 2 invités, à commencer par Rémi Vuchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du parc Jura vaudois. Avec nous également Patrick Freudiger. Bonjour. Secrétaire général du conseil régional. Alors les acteurs concernés, on va les citer, il y a évidemment le conseil régional, il y a Télédôle, le parc naturel régional du Jura vaudois et l'office régional du tourisme. Patrick Freudiger, un premier élément, c'est de préciser que c'est une poursuite d'une politique qui a été mise en place avec une plus forte accentuation. Je me permettrai de rajouter qu'au-delà des institutions que vous avez citées, il y a également les communes. Oui. Les communes de Saint-Georges et les communes de la Serine et les communes du Nyon-Saint-Cergue. Donc il y a 11 communes aussi qui sont partie prenante en fait de cet accord de partenariat. Et ainsi la présentation est complète. Je vous remercie. Je le disais, c'est une poursuite d'une politique qui a déjà été engagée. Avec une intensification en l'occurrence. Alors tout à fait, puis on a aussi pour pratique et habitude finalement de s'entendre avec les partenaires autour d'un cadre d'objectifs sur une période de 5 années parce que c'est très important pour que les uns et les autres partagent en fait une vision d'objectifs avec les moyens qu'il s'agit de mettre en œuvre et puis ça nous permet annuellement aussi de faire un point de la situation pour voir si on est dans l'atteinte des objectifs ou si tant est que nous rencontrons des difficultés, comment en fait finalement surmonter les différents obstacles pour pouvoir concrétiser. Voilà, il y a une part liée à l'organisation avec des contrôles, avec la création d'un comité de pilotage notamment, qui va justement faire ces contrôles-là dans l'ensemble, la création d'un poste de chargé de projet aussi, ça c'est une nouveauté. Alors il y a 2 axes dans ce projet, il y a un axe qui est lié à tout ce qui est sport de nature, on va y revenir, et il y a le deuxième axe qui est lié pour tout ce qui est sensibilisation à l'environnement, et là c'est plutôt votre secteur, Rémi Vuchard, pour le parc Jura vaudois. Dans les faits, qu'est-ce que vous allez mettre en place ou qu'est-ce qui est prévu en plus de ce que vous faites déjà aujourd'hui ? Alors effectivement, le parc Jura vaudois est amené à développer un certain nombre de prestations qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre et qui vont bien évidemment s'intensifier grâce à l'émergence de cette convention de partenariat. On parle de sensibilisation notamment des classes, mais également du grand public. On a commencé avec un projet pilote actuellement de sensibilisation des promeneurs sur les différents cols du parc Jura vaudois. Donc c'est un exemple d'action qui pourrait être menée. Le parc Jura vaudois est également amené à développer des offres touristiques dans ce secteur-là également. Donc l'émergence de cette convention de partenariat va permettre de renforcer ces synergies qui existent déjà entre ces différentes institutions. Donc on profite aussi de féliciter le Conseil régional pour tout le travail de coordination et de recherche de synergie. Pour nous, c'est vraiment un élément qui sera très utile pour la coordination ces prochaines années. Alors on va préciser évidemment l'objectif essentiel et principal, Patrick Freudiger, c'est de pouvoir mettre en avant l'offre qui existe dans la région, pouvoir amener plus de visiteurs, évidemment qu'il y a un impact économique. Tout à fait, parce que jusqu'à présent, ce qui avait été mis en évidence, c'est que ces différentes activités étaient menées de manière distincte et pas toujours en coordination ou en réseau. Et puis la clientèle qui se trouve essentiellement sur la plaine, finalement il est important aussi qu'elle puisse découvrir toutes les facettes de l'offre de la région, qu'elle soit en fait autour de la nature parce qu'on a une offre considérable, mais également au niveau des loisirs et du sport. Et de ce point de vue-là, c'est très important en fait justement de conjuguer les efforts des uns et des autres pour justement essayer d'améliorer en fait la connaissance de cette offre, mais il y a également des projets qu'il s'agit de concrétiser ensemble, parce que au-delà, il ne s'agit pas simplement de valoriser l'existant, mais aussi de travailler ensemble à la construction, à la concrétisation de certains projets. Rémi Vuchard, est-ce que ça allait de soi, par exemple ces offres combinées, on pourrait se dire, a priori, vous pourriez vous dire, mais si j'offre quelque chose de combiné, peut-être que les gens vont préférer aller chez mon concurrent ou à une autre activité qui pourrait faire concurrence, ça va aller de soi ou il y avait quand même ce questionnement à la base ?
Non, je dirais qu'on est vraiment une institution qui cherchons à travailler en synergie avec les partenaires. On n'a pas de volonté de s'accaparer des publics. Bien au contraire, je pense que c'est pour la raison pour laquelle aussi des partenaires tels que le parc animalier La Garenne ou le Bois de Chêne sont intégrés. J'entends, c'est des partenaires avec lesquels on travaille déjà. Tout le monde tire à la même corde. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement, l'émergence de cette convention formalise des relations qui étaient déjà préexistantes et va nous permettre de mutualiser les moyens pour vraiment réaliser des choses concrètes. Parce que derrière cette convention, il n'y a pas seulement la question de la gouvernance, il y a aussi vraiment toute la question des projets concrets, qu'on parle de la maison de la nature, qu'on parle d'œuvres touristiques, que ça soit hivernale ou estivale, une maison des guides aussi à Saint-Georges. Donc il y a vraiment du concret derrière, c'est pas seulement une recherche de synergie pour elle-même. On l'a vu aussi, notamment pour l'année dernière, il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus dans la région. C'est quelque chose que vous avez ressenti au niveau des chiffres pour l'année dernière, vous concernant ? Alors on essaye effectivement de suivre l'évolution touristique de notre périmètre, chose qui n'est pas toujours aisée effectivement parce qu'on a un tourisme qui est quand même plutôt axé sur des randonnées à la journée, donc on ne peut pas toujours se baser sur les nuitées hôtelières par exemple. Mais on constate une chose effectivement, c'est qu'il y a un recrue d'intérêt, je dirais, pour des périmètres tels que ceux dont on parle ce soir, aujourd'hui. Et on a l'impression que ça ne va faire que s'intensifier. Et donc, il y a une nécessité effectivement de valoriser l'existant, créer du nouveau, mais aussi essayer de canaliser les flux pour éviter de porter atteinte effectivement à notre patrimoine. D'où la signature justement de cette convention. Un mot également, Patrick Frödiger, sur toute la partie sportive. Il y a des projets importants qui sont prévus dans le cadre de cette convention. On va citer par exemple les liaisons à établir ou à renforcer entre les pistes de la Dôle, de la Givrine et de Saint-Georges. Ça, c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps quand même. Tout à fait, oui. Alors, bien sûr, on a déjà, effectivement, cette notion de réseau, c'est aussi pour assurer des continuités. Les gens qui pratiquent le ski de fond, c'est tout à fait intéressant de pouvoir se déplacer d'un lieu à l'autre, surtout s'il y a une offre qui nous attend en fait au bout du circuit de visite. Alors, on a plusieurs obstacles en fait à surmonter parce qu'on parle d'une liaison Saint-Georges-Saint-Sergue qui pour l'instant n'existe pas, qu'il s'agit de construire. Donc pour ce faire, il est très important aussi de le faire avec les bonnes personnes au bon moment et avec toutes les compétences, parce que je pense que ce qu'il y a d'intéressant au niveau des partenaires qui sont réunis, on a le parc naturel, on a bien sûr l'État de Vaud, on a les différentes communes, on a Niort Tourisme, on a la société d'équipement touristique Télédôle. Donc l'objectif, c'est que c'est un bon millefeuille, mais finalement avec une reconnaissance mutuelle des compétences des uns des autres. Et puis, si vous voulez, le cadre de cette convention permet aussi de partager les objectifs, de partager la conception des projets, pour ensuite qu'on s'accorde les uns les autres sur la finalité que l'on veut atteindre derrière le développement de ce tourisme de nature. Et justement, un mot sur le montage financier de ces différents acteurs. Donc l'État de Vaud et le Conseil régional, c'est à peu près un tiers du financement. Télédôle à hauteur de 14%. Les communes du périmètre de la Serine, c'est à peu près 20%. Et puis, il y a aussi des possibilités de recherche de fonds fédéraux pour certains projets. Ça, c'est aussi un objectif qui est visé. Bien sûr, je pense que la convention qui a été signée, elle permet d'assurer le fonctionnement durant 5 années. On a un chargé de projet de tourisme de nature qui est présent, qui va travailler dans ce cadre, avec un copil qui vérifiera ou qui donnera les impulsions stratégiques nécessaires à différentes périodes. Et puis, dans les projets qu'on a évoqués tout à l'heure, l'objectif, c'est aussi d'optimiser les possibilités de mobilisation de frontières, qu'ils soient cantonaux, fédéraux, voire privés, selon la nature des projets. Et enfin, dernière chose, Rémi Buchard, là, j'imagine, on est sur les starting blocks. Vous concernant, la saison va vraiment débuter. Peut-être qu'elle a débuté déjà, mais en tout cas, on attend les vrais beaux jours qui arrivent. Effectivement, on est dans les starting blocks avec nos différentes offres touristiques qui sont promues également par les partenaires signataires de la Convention. Donc effectivement, c'est des semaines intensives qui nous attendent. Et justement, avoir donc l'ouverture de ce parc, je le rappelle, donc cette convention qui a été signée entre les différents acteurs, les communes du district, les 4 acteurs de la région, Conseil régional, Télédôle, le parc naturel régional du Jura vaudois et l'Office régional du tourisme, avec ces belles images que l'on voit à l'écran en ce moment. C'est vrai que ça donne envie de se promener. Une petite chose d'ailleurs, je pense maintenant, avec l'arrivée des beaux jours, quand il y a beaucoup de monde, entre les promeneurs, les sportifs,
ceux qui font du VTT, gérer finalement tous ces usagers, ce n'est pas forcément une chose évidente. Non, ce n'est pas une chose évidente. Effectivement, on a été rendu attentif aussi de la part des milieux forestiers à cette problématique. Et on a un territoire qui est limité, avec une affluence qui est grandissante. Donc on doit trouver effectivement des moyens de pouvoir tous bénéficier de cette nature de manière responsable. Donc c'est un des enjeux effectivement du développement de cette région. Messieurs, un grand merci pour votre présence. Bonne continuation et belle saison à venir. Merci. Merci à vous. Un mot enfin, puisqu'on parlait des beaux jours, pour vous signaler l'ouverture de la piscine de Colovray. Ce sera ce samedi 6 mai. Elle restera ouverte jusqu'au lundi du jeûne fédéral. C'est 12 jours de plus que l'an dernier. Voilà, ainsi on aura tout dit. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.